Donc, je vous redemande à nouveau pour tous les participants de bien mettre vos noms, s'il vous plaît, dans le tableau qui donc est soumis sur ce lien que vous avez dans le panel de discussion et vos fonctions ainsi que vos réponses. Merci. Merci. It's great to see you online as well. Yes. Diana, please type your name in the chat just so that I can make sure the chat is ongoing. Okay, it's 9 a.m. Okay, thank you and good morning to everyone. Bonjour à tous. Vous êtes chaudement bienvenue sur cette plateforme et je vous demandais de bien vouloir taper vos noms sur le tableau. Vous avez le lien afin que l'on puisse identifier une carte mondiale et puis vous pouvez nous indiquer d'où vous venez. Merci Diana d'avoir mis votre nom sur le panel de discussion. Vous êtes la première qui a fait ça dans le chat. Right. Dr. Said Sania from Zanzibar. Dr. Said Sania du Zanzibar, merci d'avoir mis votre nom sur le tableau. Est-ce que tout le monde peut faire la même chose, s'il vous plaît? Juste mettre vos noms sur le panel de discussion, le chat, afin qu'on sache d'où vous venez, qui vous êtes. Christine, c'est un plaisir de vous voir. Merci de vous joindre à nous. Dr. Noah d'Égypte, vous êtes le bienvenu. Merci. Dr. Rana du Bangladesh, c'est super de vous voir. Dr. Niklas Luhmann, je sais où vous êtes. Dr. Bupundu, vous êtes bienvenu. Meg, bonjour à nouveau, bienvenue. Je donne une minute aux gens un petit peu pour qu'ils s'installent et puis on va commencer. Dr. Lee de Chine, du CDC, vous êtes le bienvenu. Ou la bienvenue. Je vois qu'il y a 51 personnes. C'est vraiment très enthousiasmant. Donc, je crois que l'on peut commencer. Je crois qu'il est 2h09. Donc, on a Dr. Mola du Bangladesh, Dr. Asha de Thaïlande. Mon nom est Dr. Fumi Leshi. Je suis le chef de l'équipe d'hépatite pour le programme d'hépatite mondiale. Je suis donc avec mes collègues, Dr. Niklas Newman et Sandy et Dr. Philippe Eistebuk et Lydia Ouazulu. Nous sommes tout à fait ravis et enthousiastes de vous recevoir venant du monde entier et nous allons rapidement faire une vérification pour s'assurer que le son est clair pour vous tous. Docteur Koudayo du Niger, vous êtes le bienvenu. Donc, scannez le code QR ou suivez le lien que vous avez sur le panel de discussion tout en haut et vous pourrez nous dire d'où vous venez. On pourra mettre donc un lieu sur votre région géographique. Avant que nous commencions, je vais inviter ma collègue Nanette de vous faire quelques petits points sur des questions d'organisation sur le séminaire. Merci. Je pense que vous tous savez que nous avons les services d'interprétation en français qui sont disponibles et pour pouvoir entendre ceci, vous devez cliquer sur l'icône interprétation qui est sur votre écran que vous voulez et puis la langue que vous souhaitez écouter. Vous pouvez aussi avoir les sous-titres en direct, donc vous tapez sur CC. On vous souhaite de bien aussi vouloir nous rejoindre sur le panel de discussion pour nous poser vos questions sur le sujet et toute autre ressource que vous souhaiteriez recevoir et renommer votre identification Zoom pour qu'on vous identifie bien avec votre prénom, votre nom et le pays d'où vous venez. Enfin, pour vous dire que cette séance est enregistrée, donc on enregistre le PowerPoint et toutes les autres ressources. Tout ceci sera partagé après le webinaire. Vous recevrez aussi un certificat d'attendance ou de présence. Et je voudrais vous dire que l'Université de Nouveau-Mexique se joint avec nous pour cette séance. Et notamment, cela nous aidera pour les questions et réponses. Et ça, ils font purement de la collecte de données. Je vous dirai aussi qu'il y a un code QR, donc,
et que vous avez aussi un lien que vous avez dans le chat. Et le lien vous amènera sur un autre lien à nouveau. Et une fois que vous êtes sur le site Internet, cliquez sur la carte et cliquez sur le pays d'où vous nous rejoignez. Et ensuite, revenez nous voir, bien entendu, sur l'écran Zoom. Merci beaucoup, Diana. Donc, je souhaiterais maintenant recevoir notre première invitée pour ce dialogue pour l'élimination de l'hépatite virale. Et je vais passer la parole à ma chef, la Dr Meg Doherty, qui est directrice du département du VIH et d'hépatite et des MST de l'OMS à Genève, au siège. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Et c'est super de vous voir ici. On a pratiquement 60 personnes en ligne. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue tous venant du monde entier. Et pour ce que nous appelons ce dialogue, donc pour l'élimination de l'hépatite virale, cet webinaire a été conçu pour les gens qui sont décisionnaires politiques, mais aussi professionnels au niveau des pays pour qu'ils puissent partager toutes leurs expériences dans leur contexte. Et je crois que cette plateforme, elle vient du résultat des commentaires que nous avons reçus de vous tous. À l'époque, nous avions eu le Conseil en juin 2022, cette réunion sur l'hépatite mondiale, et beaucoup d'agents des pays nous ont dit qu'ils avaient un besoin de ce genre de dialogue. Donc, d'avoir une plateforme durable, c'est ce que nous souhaitons, et d'avoir une communauté des pratiques qui puisse soutenir et accompagner les progrès des pays vers l'élimination. Nous travaillons avec nos collègues des bureaux régionaux de l'OMS afin que toutes les régions aient la possibilité de participer dans ces réunions, même si on va avoir différentes zones d'heure. Donc, zone géographique et l'heure change. Donc, pour certains, c'est le soir, pour d'autres, c'est l'après-midi. Nous, c'est le matin. Donc, je pense que pour moi, la communauté pratique, c'est très important dans tous les champs et c'est très intéressant de voir que vous êtes intéressés là-dessus et que l'on puisse conserver cette dynamique pour avoir l'élimination de l'hépatite virale. Nous allons d'abord nous centrer aujourd'hui sur les soins à la personne ou centrer sur la personne plutôt. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment ceci peut être concret au niveau du pays? Donc, les liens, les intégrations qui ont déjà été faits dans vos pays. Et on va aussi voir les opportunités, les synergies que nous pouvons utiliser avec d'autres programmes comme le VIH par exemple ou les soins primaires aussi. On va se concentrer pour voir qu'il y a aussi une couverture sur l'hépatite virale qui soit parfaite, notamment pour avoir les soins et qu'elle soit le mieux possible. Vous êtes probablement conscient des stratégies du secteur de la santé mondiale, donc les GSSS. Ces stratégies nous emmènent jusqu'à l'horizon 2030 et elles priorisent certaines des commonalités que l'on a autour de plusieurs maladies et aussi s'intéressent au processus d'intégration à travers les systèmes et les processus et de construire des partenariats pour avoir des engagements communautaires qui soient significatifs, dont le but est toujours donc d'éliminer l'hépatite virale par 2030. Et je l'ai toujours dit que l'hépatite on peut y arriver pour 2030, pour notre cible, si on utilise tous les outils et qu'on travaille ensemble, tous les outils qui sont disponibles. Et on sait qu'on va pouvoir faire donc des progrès vers l'élimination de l'hépatite C et peut-être dans certains endroits dans l'hépatite B dans de nombreux pays. Il y a plusieurs projets pilotes à l'heure actuelle. Nous avons des plans nationaux qui ont mis en place et nous avons aussi des rapports qui étudient les différents pays et comment les pilotes et comment les orientations à mi-parcours sont validées et pour voir donc où on en est sur l'élimination des hépatites B et C. Et on sait que des pays font de superbes avancées. Et donc, j'espère que cela va vous inspirer pour que vous trouviez vos propres engagements pour chacun de vos pays et que vous puissiez amener ainsi une réponse dans vos pays sur l'hépatite C pour qu'on arrive à l'élimination de l'hépatite virale. Donc, en 2021, un rapport a été rédigé pour faire le point où nous en étions sur la réponse des hépatites B et C.
On a donc plusieurs millions de personnes qui ont l'hépatite virale B et C, et on sait que beaucoup de gens, donc ces millions de personnes n'ont pas été encore concernées par les services qu'on peut amener. Donc on sait que seulement 10% de ces personnes ont été testées et environ 20% ont l'hépatite C. Et pour cela, il faut que l'on augmente nos financements, bien entendu, mais il faut aussi qu'on utilise les outils de traitement et de prévention. Nous aurons l'opportunité pendant cette discussion de souligner certains des défis que nous avons vus et qui vous ont empêché d'arriver au potentiel que vous pouvez avoir pour l'élimination. Et en explorant ces défis, d'autres pays vont peut-être vous inspirer pour trouver des solutions. Et ainsi, on peut voir quelles sont les solutions qui ont été mises en place dans certains pays qui ont réussi à donc aller au-delà de ces défis. Et nous espérons aussi que nous pourrons trouver des solutions innovantes pour aller vers notre objectif de 2030 d'élimination. Donc, aujourd'hui, dans notre webinaire, nous allons écouter la docteure Sandaya Cabra, qui est la commissaire adjointe, et la docteure Kapara Achik, qui est la directeure jointe qui vient du gouvernement d'Inde et qui travaille pour le programme national des en Inde et qui ont un programme intégré et durable. Nous allons entendre un petit peu ce qu'ils font dans leurs travaux d'intégration de l'hépatite dans les soins. On a déjà entendu ça pendant le sommet de juin 2022 et nous allons entendre un petit peu plus là-dessus et de leur succès, leur réussite, ainsi que le professeur Ael Adawaza, qui est le directeur adjoint du Comité national pour le contrôle de l'hépatite virale en Égypte et qui lui présentera certaines des réflexions du programme d'hépatite C de l'Égypte et comment ils construisent des capacités d'intégration. Tous ces présentateurs vont vous donner et vous enrichir de leurs expériences et ils vont vous montrer comment on passe de petits programmes jusqu'à des programmes très larges, très rapidement et en quelques années. Donc, je voudrais aussi remercier la collaboration avec ECHO, de projet ECHO, qui nous accompagne pour cette plateforme et des réunions mensuelles. Cela nous a énormément aidé et nous allons aider ce programme. Ils vous l'expliqueront tout à l'heure, mais je pense que nous savons déjà que c'est une plateforme qui a beaucoup aidé pour relier les gens dans le monde entier et nous espérons la même chose avec l'hépatite virale. Et je souhaiterais remercier notre équipe dédiée de l'équipe des hépatites, Sandy, Nicolas et tous les autres et tout le personnel qui nous accompagne dans cette équipe d'hépatite pour s'assurer que cela devienne une réalité. Donc, je souhaiterais maintenant vous rendre la parole et merci beaucoup de me permettre de prendre la parole ce matin. Judith, est-ce que vous voulez que je commence? Merci pour cette introduction et donc pour ce premier webinaire. Nous espérons que vous allez nous rejoindre pour ce dialogue sur l'élimination de l'hépatite virale. Et je vais maintenant parler à Amy du projet ECHO qui va nous présenter comment cet environnement d'enseignement dynamique est créé. Et vous avez la parole. Merci beaucoup de me passer la parole. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de voir tous ces gens qui nous rejoignent du monde entier. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec l'OMS sur ce programme d'élimination de l'hépatite virale. Et je souhaiterais aussi remercier mes collègues d'ECHO Inde qui nous donnent l'accompagnement pour tout ce qui est la technologie. Mon nom est Amy Grom et je suis le directeur de l'initiative d'élimination pour le projet ECHO et je suis basé aux États-Unis et au Mexique. Et, donc ici, je vais vous montrer un petit peu quel est le modèle ECHO. MEDO, ECHO, ça veut dire extension pour la communauté et les résultats des soins de santé aux communautés. Donc c'est un modèle qui est là pour avoir de l'apprentissage interactif, qui est construit autour de 4 piliers. D'abord, on utilise la technologie, c'est la première chose, comme on utilise Zoom aujourd'hui, pour permettre de connecter les gens qui sont un petit peu partout dans le monde. On crée des communautés virtuelles
Donc, si vous avez un moment pour allumer votre caméra, nous dire bonjour et qu'on voit les visages de nos collègues, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de créer un sens de communauté, de voir les gens, même par écran. On perd aussi les meilleures pratiques, comme des orientations, et ça aussi, c'est un pilier du modèle éco. Et notamment, on sait qu'il y a beaucoup d'experts, donc c'est eux qui peuvent partager tout ceci avec nous. Et le cœur de ce modèle éco, c'est vous, les participants. Et cela vient dans les cas où les participants, comme vous, présentent des ou des problèmes ou des défis dont vous avez fait l'expérience dans le monde et dans le vrai monde. Et cela permet aux pairs de partager leurs connaissances et engage les groupes et les communautés dans cette manière de pouvoir résoudre les problèmes de manière communautaire et résoudre les problèmes de la vraie vie. Et l'écomodèle a bien entendu aussi un volet suivi et évaluation pour que nous améliorons continuellement nos sessions. Donc, nous avons un questionnaire que nous aimerions beaucoup que vous remplissiez à la fin de ce séminaire. Sur le modèle éco, tout le monde enseigne et tout le monde apprend. C'est vraiment une information d'enseignement interactif qui crée une communauté d'apprentissage et qui aide à accompagner la résolution des problèmes. Donc, on espère que tous, vous allez amener votre expertise, vos connaissances, vos questions, afin que tout le monde puisse apprendre. Et enfin, je voulais partager avec vous une carte des partenariats ECO qui sont dans le monde entier. Ici, les travaux de ECO et de nos partenaires, de l'OMS. Et peut-être que vous avez déjà travaillé avec ECO dans vos pays, vous avez déjà les programmes ECO qui fonctionnent. Plus de 600 des organisations de santé dans le monde et institutions académiques utilisent ECO. Il y a plus de 2400 réseaux dans le monde, dans 76 pays, avec des participants qui viennent de plus de 190 pays. Donc, nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous sur ce programme pour l'hépatite. Merci beaucoup et maintenant, vous avez la parole. Merci beaucoup, Amy. C'est un grand plaisir de vous écouter parler et de parler du programme ECO. Je voudrais répéter ici la chose que vous avez dite, que vous avez 71 personnes aujourd'hui, participants, qui sont au centre de ce dialogue. Et on veut communiquer le plus collaborativement possible. Donc, pour cette série de webinaires, les objectifs sont de développer cette plateforme interactive pour élaborer un apprentissage entre pays et donc d'avoir une collaboration et d'encourager celle-ci et aussi de reconnaître les succès par les pays et les réalisations vers l'élimination de l'hépatite dans les différentes régions et les contextes. C'est pour cela que nous sommes tout à fait enthousiastes d'avoir des gens qui viennent de toutes les régions du monde. On a environ 36 pays qui ont déjà été identifiés. Le troisième objectif est de communiquer et de renforcer l'adaptation au sein des pays et la mise en œuvre des stratégies d'hépatite mondiale, des orientations et des directives. Et enfin, d'identifier les défis opérationnels d'intervention prioritaire et d'explorer des solutions innovatives et des opportunités pour les soutiens stratégiques aux pays par l'OMS, soutiens qui peuvent être financiers ou techniques aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de le soin centré sur la personne pour l'élimination de l'hépatite. Et ici, vous avez les points principaux de ma présentation avec un contexte, avec un rapport de situation de 2021 et comment nous planifions de résoudre l'écart vers 2030 avec le nouveau GSSS. Et enfin, des liens et l'intégration des services d'hépatite avec d'autres services de santé, aussi les réflexions venant des programmes d'hépatite. On a des gens ici qui font des programmes dans plus de pays, donc c'est très excitant d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Enfin, un petit peu de contexte. Nous connaissons déjà le fardeau mondial des hépatites B et C et il ne faut pas non plus se souvenir, mettre de côté l'hépatite delta et comment elle est importante. On a plus de 3000 personnes qui meurent d'hépatite virale chronique quotidiennement. Et l'hépatite est liée à d'autres cancers. Donc, on a une mortalité très élevée sur ces cancers
Et les patients, souvent, ont une maladie dans les derniers instants de leur vie. Ça fait partie donc des statistiques. Donc, on a la stratégie, on a les outils de diagnostic, on a une prévention effective, dont des vaccins, et on a des thérapies transformationnelles pour l'hépatite C et même l'hépatite B, donc des thérapies d'élimination. Donc, il faut que nous ayons des actions qui soient prises dans le monde entier pour que nous maximisions notre progrès. Et donc, l'élimination de la santé, dans la santé de ces maladies exige un leadership, une collaboration gouvernementale. Donc, pour cela, nous avons besoin de toutes les personnes qui viennent des 6 régions du monde, qui soient des décisionnaires politiques dans la santé ou dans la santé, pour qu'ils puissent nous aider. Alors, l'agenda mondial, c'est l'élimination des hépatites virales B et C de la santé publique, de menaces de santé publique en 2030. Donc, la réduction de transmission, la réduction par 90% et 65% des nouvelles infections et des morts respectivement. Donc, il y a 5 interventions clés qui vont nous amener à l'élimination de l'hépatite en 2030. On regarde donc à la prévention de la transmission molaire enfant, des injections et des traitements, moins de et ainsi de suite. Donc, ce cadre mondial a été développé dans plusieurs pays et a validé les réussites d'élimination des hépatites B et C. Cela a été élaboré en consultation mondiale avec environ 50 experts et décisionnaires de plus de 15 pays. C'est une diapositive assez compliquée ici. Et je voudrais ici vous signaler, vous souligner 4 choses. D'abord, c'est les cibles qui ont été élaborées pour refléter les cibles relatives de 90% et de 65% qu'on a vu sur le tableau tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que ces cibles programmées ont été définies, comme vous pouvez voir, sur la 3e rangée à droite. Donc la couverture d'hépatite B, on la voit aussi avec notamment les tests antigènes, tout ce qui est anténatal maternel et tous les autres points. Et nous avons aussi d'autres interventions de prévention et notamment de la sécurité sanguine et de la réduction. La 3e chose que je souhaiterais parler de ce global cadre mondial, c'est des critères par les validations de pays. Et cela inclut des impacts, des cibles d'impact, ainsi que des programmes. Et cela inclut la considération. Et ici à gauche, vous avez les cibles de 95% pour l'hépatite B et la mortalité en termes absolus de 5 par 100 000 personnes, de 400 000 et de 2 par 100 000 selon les différentes hépatites. Donc, à l'avenir, la terminologie sera en termes absolus et non en termes relatifs. Enfin, une autre chose importante, c'est que ce cadre mondial a été essayé et éprouvé. L'OMS a mené une série de pilotes d'évaluation dans 7 pays, en Égypte, en Mongolie, au Rwanda, au Royaume-Uni, au Brésil. Et les résultats montrent que les mesures sont faisables et acceptables. Et les détails de ces cadres et les détails de ces pilotes de ces 7 pays sont disponibles sur le site Internet de l'OMS. Donc, le rapport mondial de l'OMS sur le VIH a été produit en 2021 et inclut des données de plus de 130 pays. Et ici, vous pouvez voir que les réponses ont été progressives de la période de 5 ans, de 2016 à 2021. En utilisant les données de 2019, il y avait 3 millions d'infections chroniques, 1,1 million de décès. Et je crois que la réussite la plus importante et le succès et la réussite des cibles du développement durable
Et cela donc a été réussi grâce à la prévention, à la vaccination des enfants. Et on a aussi l'accès à l'hépatite B qui reste assez faible dans beaucoup de pays. Ici, à droite, vous voyez ce tableau. Et même si le nombre de patients a baissé, vous pouvez le voir dans la cascade qu'il y a des écarts importants vers l'élimination. 21% de personnes avec des infections hépatite C ont été diagnostiquées en 2019 avec des variations par les régions. Donc, cela montre vraiment qu'il faut que les traitements et les tests soient élargis pour arriver à l'élimination en 2030. Un nouveau rapport devrait arriver en 2024 avant le jalon de 2025. Ici, vous avez la nouvelle stratégie mondiale pour le secteur de la santé. Ici, on essaie de raccourcir l'écart pour aller vers l'élimination des l'hépatite en 2030. C'est une nouvelle stratégie qui est basée sur la stratégie qui a été faite de 2016 à 2021. Donc, l'élaboration de cette nouvelle stratégie est éclairée par de nombreux événements importants, notamment des données qui sont disponibles, ainsi que des sciences, de la technologie et des innovations et bien entendu les leçons apprises de la COVID-19 parmi d'autres. Et aussi, cela nous permet de réduire l'écart pour arriver à 2030 à l'élimination. Et la liste ici, et je vais vous parler des trois premières qui sont délivrer des services qui soient de grande qualité, basés sur l'épreuve et qui soient centrés sur la personne. Il faut vraiment que les gens soient au centre de nos soins de santé et que les maladies à l'époque étaient au cœur de nos stratégies, alors que là, c'est les gens qui sont au cœur. La deuxième approche importante, c'est d'avoir une approche qui promeut les synergies, qui promeut les systèmes de santé. Et cela inclut la gouvernance de santé et ainsi de suite, mais aussi encourager les collaborations. La troisième stratégie qui va mesurer le progrès, c'est d'utiliser les données pour évaluer les progrès, pour conduire les actions décisives et ensuite d'engager l'autonomisation des communautés et de la société civile, car il faut reconnaître qu'ils ont un rôle très important de plaidoyer et de prise de décision des stratégies. Et enfin, le point 5, d'encourager l'innovation pour les impacts. Enfin, à droite, vous avez ce panneau, et vous êtes d'accord avec moi, que les plans nationaux stratégiques sont les bases pour des actions menées par les pays et devraient être alignés par rapport aux stratégies mondiales. Donc, les plans nationaux devaient se centrer sur les gens, sur les patients, et ils devraient être adaptés au contexte des pays, contexte de santé et de communauté, car il peut y avoir des plans nationaux différents. Vous avez avoir des plans sur la TB, sur l'hépatite, d'autres sur d'autres maladies infectieuses, et d'autres ont des maladies différentes qui sont pertinentes. Donc, il y a plusieurs pays qui sont représentés dans ce webinaire et nous avons travaillé avec eux sur des plans nationaux et les révisions de ces plans sont quelque chose d'important et des ressources de modélisation importantes. Ici, ce document, vous avez des évaluations pour 2025 et les cibles absolues pour 2025 et 2030 et cela consolide l'importance des données pour les mesurer les actions et les progrès des pays. Ici, vous avez une diapositive assez intéressante. Ici, vous avez les progrès substantiels qui ont été montrés et peut-être réussites en mettant en œuvre de nouvelles actions et de nouvelles stratégies. Je voudrais souligner ici certains points sur ce diapositive. Ici, à gauche sur le panneau, vous avez en vert le déclin d'incidence et de mortalité dans l'hépatite B.
en mettant en œuvre cette nouvelle stratégie. Et vous pouvez voir que cela est significatif, par exemple, au status quo qui est montré par les lignes en pointillés. Et vous pouvez voir que le coût d'élimination est énorme. On sauve ainsi des millions de dollars, jusqu'à 8 milliards de dollars en 2028. Et là, il y a des déterminants importants. Et la réduction de ces coûts, notamment de matières premières, sera très important pour nous savons que de nombreux pays n'ont pas de financement de donateurs. Il y a une absence en fait mondiale de ces financements. Donc, ce sont ces financements des donateurs qui doivent fournir la dynamique pour le changement. Dans plusieurs pays comme l'Égypte, au Rwanda, ont réussi et ont réussi ceci à travers des ressources catalytiques et d'autres. Et cela aussi, ça a pu se baser sur des ressources sur le VIH, parce qu'il y a notamment des comorbidités avec l'hépatite. Et il y a aussi des problèmes d'accès à ces financements pour certains pays. Donc ici, vous avez des leçons clés qui ont été apprises et beaucoup de créativité pour réaliser des résultats, notamment des pays champions de l'hépatite C. Ici, vous les voyez, les champions sur cette diapositive. On voit un leadership de l'Égypte qui a financé aussi au point de vue national, ainsi qu'en Inde, des programmes importants. Certains pays ont réussi des mises en œuvre de projets pilotes et qui sont à l'échelle des différents programmes. Donc, lier et intégrer les interventions d'hépatite virale clés avec le VIH et d'autres services est faisable. Vous pouvez faire ceci avec différentes plateformes de livraison et des fournisseurs. Par exemple, on peut intégrer dans des programmes, et cela a été démontré dans plusieurs plateformes par pays, inclure des traitements de prévention de services le VIH, par exemple, a aussi eu de l'influence sur l'hépatite. Et les nouvelles recommandations de l'OMS promeuvent un soin centré sur la personne, une simplification des services, une intégration. Et juste pour vous donner, par exemple, les autotests et aussi d'avoir une orientation des populations clés, un rapport qui a été fait en 2021 qui nous a permis d'avoir des simplifications radicales qui sont basées sur des preuves scientifiques et qui montrent que ceci peut être mis en œuvre à différents points d'entrée du système. Et cela même dans les prisons et autres cliniques VIH et autres. Et nous avons des preuves, donc c'est basé sur la preuve pour ces recommandations. En voici une donc de ces preuves d'une étude de 33 pays, 142 études de 33 pays qui montrent que la décentralisation est faisable et a un avantage par rapport aux services. Et vous pouvez trouver tout ceci sur le site de l'OMS. Il y a différentes approches pour mettre en œuvre les livraisons de services de l'hépatite simplifiée ou les soins d'hépatite simplifiés. Et ce qui est vraiment important, c'est une planification commune, une coordination. Et vraiment de changer aussi la compréhension. Et on va vous montrer comment l'Inde a fait pour changer la substance et le contenu de ces programmes. Et ici, vous avez une diapositive intéressante qui réfléchit sur les programmes, sur des officiers de programme de l'hépatite qui nous ont rejoints, 30 pays, en 2022 pour cette réunion que nous avons eue sur l'atelier sur l'hépatite. Nous avons eu beaucoup de plans stratégiques. Nous avons aussi des financements inadéquats et qui n'étaient pas budgétisés et que les plans devraient donc avoir pour objectif d'avoir l'intégration dès le début.
Et il est aussi intéressant de noter qu'il y a des bénéfices intéressants de développement d'une plateforme d'apprentissage de ce que les pays apprennent. Et ceci a été vraiment un commentaire clé qui est venu de cette réunion. Et c'est pour ça que nous avons cette réunion et ce webinaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vient en 2023? Qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup de choses se passent en 2023. 4 sont mentionnées ici. Donc, l'actualisation des orientations de l'hépatite B qui inclut l'extension des critères d'éligibilité et des fournitures de services qui soient plus simples pour les systèmes de santé. Nous devrions aussi actualiser les orientations intérim et aussi aller vers le chemin vers l'élimination pour l'hépatite B et C dans les pays en haut fardeau qui ne peuvent peut-être pas arriver à la cible absolue, mais qui arrivent déjà à une cible relative. Enfin, le 3, une consolidation des orientations pour les hépatites virales B et C. Nous constituerons aussi à avoir un soutien technique, stratégique et financier, et aussi de dire qu'il y a beaucoup d'orientations à travers nos initiatives de l'OMS et qu'il y a des outils, des boîtes à outils qui ont été élaborées pour assister les pays, pour identifier les priorités pertinentes par leur contexte. Quelque chose que nous partagerons dans d'autres réunions à venir. Et je voudrais souligner 3 messages clés. C'est que l'hépatite virale doit être une priorité de santé publique, qu'il y a d'avoir des liens et des intégrations qui soient centrés sur la personne, pour les soins centrés sur la personne, et que l'engagement des gouvernements est clé et qu'il y a ici un intrant important venant des décisionnaires et des politiciens et de prendre appui sur nos connaissances collectives est aussi très important. Et je veux remercier tout le département de HHS et de l'équipe hépatite mondiale, des collègues des ministères de santé de tous les pays qui nous ont aidés. Donc, merci beaucoup, Diana. Et sur cette diapositive, vous avez un questionnaire très rapide. Et la première question, est-ce que votre pays a une stratégie d'hépatite nationale officielle, une stratégie officielle? Est-ce que vous pourriez mettre ceci sur l'écran? Merci. Donc, c'est sur l'écran et la question est, est-ce que vous avez une stratégie officielle nationale dans vos pays? Il est intéressant de voir que l'on a des oui et qu'il n'y a pas de non. Donc, il faut qu'on ait que des non. Je sais que la science n'est pas forcément toujours exacte, mais là, sur les 29-30 pays, on a oui, oui, ah maintenant on a un non. Oh, on a déjà identifié des opportunités, donc d'accompagnement s'il y a des non. Donc, 94% des gens qui ont répondu ont des stratégies dans leur pays et 2 pays n'ont pas de stratégie. Assurez-vous, s'il vous plaît, de mettre vos pays dans le panel de décision dans le chat pour qu'on puisse faire un suivi avec vous. La deuxième question, elle est plus spécifique. C'est la stratégie d'hépatite virale nationale dans votre pays. Est-ce que c'est une stratégie à part ou est-ce que c'est un programme qui est lié ou intégré avec d'autres programmes? C'est la question numéro 2. Donc, 1, oui, 2, non, 3, je ne sais pas. Est-ce que c'est donc une stratégie qui est liée ou elle est complètement séparée? Et je vois déjà qu'ici, que près de 70% des stratégies sont liées. Donc ça, c'est vraiment super. On a beaucoup d'expériences qui viennent de la COVID-19 qui montrent qu'on a besoin d'aller vers l'avenir et c'est les parcours que nous soyons trouvés. Je crois qu'il y a 65% qui sont intégrés donc sur ou liés, 23% ne sont pas liés et 10% n'ont pas de stratégie. Sur cette note, je voudrais vous remercier tous pour vos réponses. Et les réponses à nouveau sont sur l'écran, comme vous pouvez les voir. Donc, c'est maintenant où je souhaiterais inviter Dr. Cabra
nous rejoindre. Je voudrais d'abord commencer par dire que l'Inde a une population gigantesque et fait de grands progrès dans cette réponse de l'hépatite. Et on a beaucoup de choses à apprendre de l'expérience qu'ils ont mis en œuvre. Et vous avez la parole maintenant, Dr Cabra. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc, bonjour ou bonsoir, d'où vous êtes. Donc, au nom de mon directeur, co-directeur, je vais parler donc au nom de notre programme de contrôle de l'hépatite virale en Inde. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la réponse de l'Inde a été alignée avec les objectifs du développement durable de 2030 en utilisant les systèmes de santé existants. L'Inde est un pays très large et nous avons une structure fédérale. On a 36 États et de territoires. Si je devais ici faire un zoom sur un État, on a des districts qui sont des unités administratives. On a plusieurs dans chacun des États fédéraux. Et au sein de ces États, nous avons notre structure de santé qui va jusqu'au sous-centre ou qui vont jusqu'au niveau des soins de santé primaires. Donc, nous avons des centres de communautaires et puis ainsi de suite. Donc, le programme de contrôle de l'hépatite virale a été lancé au sein et dans le cadre du système de santé existant le 28 juillet 2018 avec un plaidoyer tout à fait pertinent par les leaders politiques du pays. Donc, on a inclus des services pour l'hépatite C, puis l'hépatite B a été inclus en février 2019 et on a aussi lancé un centre d'appel et nous avons aussi un portail d'information et de gestion qui est disponible. Un petit peu sur le processus. Le point sur lequel je souhaite me concentrer ici, c'est la conceptualisation du programme qui a été faite dès le début, dès le système de santé. Nous avons engagé toutes les parties prenantes, tous les experts techniques et les communautés, et nous avons préparé des groupes de travail dans tout le pays. Nous avions 10 groupes de travail dans plusieurs régions qui travaillaient ensemble électroniquement et aussi se réunissaient pour des réunions physiques. Et ça a été véritablement les fondations de notre plan d'action. Le programme a eu son approbation avec 100% de financements nationaux, ce qui l'a rendu très bon pour le long terme, durable. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons utilisé le parapluie de la couverture nationale de santé et nous avons donc des financements nationaux, ce qui nous a permis d'avoir les financements quoi qu'il arrive. Ici, vous pouvez voir que tous ces morceaux se mettent ensemble. Au milieu, vous avez donc le programme national et sur les branches, vous avez ce qui existe déjà, ou les petits ronds. Donc, vous avez les diagnostics, la prévention, la gestion, le renforcement des capacités avec d'autres systèmes. Donc, nous avons des loin avec le programme de reproduction et de soins des santé pour les enfants, d'immunisation, pour le programme contre le sida, ainsi que pour les produits sur les sangs et la surveillance. Et je vais parler un petit peu de la structure au sein du pays. Il est divisé en structure nationale, la structure d'État, district et sous-district. Et ce que je veux souligner ici, c'est que le rôle du comité pilotage au niveau national, ce rôle est très important. Car si nous avons plusieurs groupes et qu'il y a un administrateur senior, on peut ainsi se baser sur ce qui existe au sein du gouvernement et ce comité est très important pour diriger, piloter le programme, pour qu'il y ait un bon plaidoyer, pour qu'on récupère suffisamment de financement au niveau du pays. L'autre point important, c'est l'implication d'experts techniques tout en devisant les stratégies. Cela sont des points clés de notre programme au niveau national, étatique et même au niveau des districts.
Et ma présentation va se concentrer sur le niveau des districts parce que c'est ce que nous voulons décentraliser et arriver à tout le monde en utilisant le système de santé. Donc, je vais vous parler de l'intégration avec le programme de santé reproductive et pour les enfants. Tout ce que vous voyez ici existait déjà dans le pays en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne le personnel, de la présence sur les terrains, des facilités ou des centres de santé. Ce que vous avez en bleu est ce que nous avons donné. Donc, nous, on a donné des kits de dépistage pour l'hépatite B et du renforcement de capacité au plus bas niveau des centres de santé. Et toute personne qui est testée positive a un lien avec un centre de santé référent. Et là encore, nous intégrons tout ceci de manière étroite avec le programme qui est donné par le gouvernement, qui est donné c'est le programme d'immunisation au bébé très rapidement après la naissance avec le vaccin de l'hépatite B. L'autre chose que nous faisons aussi, c'est que nous donnons des conseils à la femme qui est enceinte, qui est positive, afin qu'elle puisse connaître les liens avec le programme d'hépatite pour la gestion. Et de manière similaire, nous nous intégrons avec le programme existant pour le sida, le programme de contrôle, envers à nouveau ce que nous avons déjà existant dans le système de santé. Ce qui est en marron est ce que nous offrons et qui est donc lié avec ce qui existe déjà pour le programme de contrôle du sida. Nous faisons des tests et les traitements. Et nous faisons tout ceci sur les centres et nous ciblons aussi les centres d'intervention pour les populations à haut risque. Donc, nous avons une approche communautaire ou alors nous allons vers les communautés ou les communautés viennent au centre de santé. Donc, nous existons déjà, le système qui existe, le personnel qui existe déjà, en ne donnant uniquement des kits de dépistage et en reliant ceci avec le vaccin de l'hépatite B pour les groupes à haut risque qui testent négatif. Donc, c'est une manière tout à fait innovative. On détecte tout le monde et il peut donc avoir une immunisation sur les centres de santé directement. C'est tout à fait innovant. Donc, l'intégration que nous avons sur la surveillance en cours, nous avons donc une surveillance basée sur la population. Nous avons une surveillance passive, les données que nous avons de nos programmes. Et ensuite, nous intégrons ceci avec la surveillance de sentinelle du VIH qui est menée par le programme de contrôle dont je vous ai parlé et qui est intégré au programme qui va commencer l'an prochain. Et l'une des choses clés que nous avons, c'est que nous avons des questionnaires dans toute la population et notamment grâce aux questionnaires et aux sondages que nous connaissons sur la population, ce qui nous permet donc d'avoir des réponses sur l'hépatite B et C, notamment pour les adultes. Et nous voulons aussi faire une cible élimination pour toutes ces populations en se basant sur ces questionnaires. Donc, l'intégration avec d'autres mécanismes existants d'infrastructures et des personnels. Il est très important de collaborer avec le programme de tuberculose parce qu'ils ont beaucoup d'infrastructures, notamment pour les machines de test viral. Et on fonctionne aussi avec les centres d'aide et en s'intégrant avec les psychiatres des départements qui nous aident à voir les personnes qui utilisent des substances dangereuses et nous essayons de les intégrer avec nous. Donc, nous utilisons aussi les systèmes qui existent pour les systèmes d'achat et de gestion de la chaîne d'approvisionnement et donc nous les utilisons, ces systèmes qui existent déjà et les services de conseil aussi au niveau des districts. Nous avons plusieurs conseillers pour plusieurs programmes. Le programme n'offre pas d'aide supplémentaire de conseil, mais comme cela existe déjà aux hôpitaux districts,
Donc, tous ces conseillers sont réunis sous le même toit pour donner les conseils. Et nous utilisons aussi le programme sur l'hémoglobinopathie et sur les programmes d'hépatite A et F. Et nous avons aussi des dépistages tous les 6 mois pour identifier toute infection et lier ces personnes à ces programmes. Nous nous intégrons aussi avec un programme de surveillance pour donc l'hépatite A et F dont je vous parlais, et qui est lié aussi là encore au programme national de contrôle. Nous collaborons aussi avec les prisons. Nous faisons beaucoup de dépistage auprès des prisonniers et nous essayons aussi de renforcer les capacités des officiers dans les prisons, des agents des prisons. Et s'il peut y avoir aussi des cas compliqués dans les prisons, et ceci peut être traité sans que nous devions déplacer les prisonniers à l'extérieur des prisons. Et nous allons aussi collaborons avec les centres de réhabilitation et de fin d'addiction, et nous faisons des dépistages rapides d'hépatite C ou B de ces gens. Et si nous avons des gens qui deviennent positifs, on peut les relier à nouveau à notre programme du NVHCP. Et le programme de contrôle de cancer, là, nous n'avons pas encore intégré celui-ci, alors que nous sommes intégrés à celui de la dialyse. Donc, certaines des innovations, la manière dont nous utilisons le comité pilote est quelque chose de très efficient pour rassembler les ressources ensemble et les financements pour qu'ils viennent du même endroit. On a aussi un comité de coordination transsectoral ou intersectoriel, pardon, qui est très important, puisque là, cela couvre tous les secteurs qui sont transversaux avec l'hépatite. Et nous faisons donc des suivis des besoins et comment on peut mieux mettre en œuvre ce programme. La vaccination du VIH, j'en ai déjà parlé. Nous faisons aussi des récompenses pour les meilleures performances par année. En ce qui concerne la planification et les mécanismes de suivi au niveau des districts, nous utilisons le personnel qui existe en faisant des incitatifs, mettant en place des incitatifs, et nous motivons aussi les personnes au niveau administratif pour que ce soit des maladies qui puissent être rapportées plus facilement. L'hépatite B, c'est bien entendu. Donc, la couverture, vous avez la carte en 2 couleurs. 100%, c'est en bleu clair, la couverture par district. Et ce que vous avez en violet, c'est ce qui n'est pas couvert à 100%. Nous avons couvert tous les États. Si vous regardez la deuxième carte, vous avez en bleu foncé. Le foncé, c'est que nous allons au niveau des sous-districts, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous avons 910 sites de traitement qui ont été établis à travers 98% des districts. Nous avons dépisté 47 millions de personnes. Et en juillet 2018, nous avons initié un traitement de 0,18 millions de personnes et environ 2200 personnes ont été formées. Des masters formateurs ont été formés. Donc, les défis dont nous avons eu à faire face, nous sommes un immense pays très étendu et une grande population très dense. Et pas dense plutôt, mais peuplée, pardon. Donc, la santé est un sujet d'État que l'État peut prioriser. Donc, là encore, il faut avoir une approche normée de manière uniforme. En ce qui concerne les kits et les médicaments, logistique, la chaîne du froid, la qualité, fabrication limitée, des tests notamment pour les sangs aux doigts et aussi les dates limites de médicaments. Enfin, centraliser les marchés publics a été une très bonne idée. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que décentraliser il est peut-être mieux, mais même au début, on commence les marchés publics et d'achat et il faut donc regarder la qualité, qu'on ait suffisamment de médicaments dans tout le pays. Donc, il est très important au début d'avoir des marchés qui sont passés par un plan centralisé, mais même si on commençait le système d'information technologique, nous pensions qu'il serait mieux de ne pas avoir de papier et de crayon, mais nous avons remarqué qu'il était difficile de sensibiliser les médecins à récupérer les données sans avoir de stylo.
Et donc, parfois, les données ne sont pas rentrées correctement et ils ne donnent que des entrées positives. Et enfin, ce que nous souhaitons faire, c'est nous concentrer à l'avenir, concentrer sur les districts et les unités administratives pour le programme de décentralisation. Nous établissons des mécanismes de suivi sous leadership par district. Nous voulons que notre système soit informatisé, qu'il n'y ait plus de papier ni de crayon. On veut aussi qu'il y ait un renforcement des capacités sur site et notamment que nous ayons des téléconsultations pour les zones qui sont trop éloignées. Merci beaucoup de ma présentation qui ne serait pas terminée sans remercier mon équipe, tous mes collègues de bureau, tous les officiers locaux. Et je les remercie tous énormément. Nous nous remercions beaucoup pour cette présentation extraordinaire. Ici, c'est professeur Lucas qui vous parle de Genève. Je vais gérer notre conversation. On va écouter l'Égypte rapidement et ensuite on va avoir une conversation avec nos participants. Docteur Cabra, je crois que vous avez littéralement nous montré comment avoir une réponse intégrée avec les réponses de la VIH et d'autres secteurs de santé. C'était très impressionnant de voir ce que vous avez fait et nous vous remercions de nous avoir fait part de vos réussites. Maintenant, je voudrais passer la parole ou souhaiter la bienvenue au docteur Wahab Abdelrazak, qui est un professeur d'hépatologie et de gastro-entérologie à un institut en Égypte et il aide à la mise en place du programme pour les infirmiers au niveau du ministère de la Santé. Nous sommes conscients du programme d'élimination qui a été mené en Égypte pour l'hépatite C. Plus de 50 millions de personnes ont été dépistées depuis 2014 et plus d'1 million de personnes ont été traitées pour l'hépatite C. Aujourd'hui, nous voudrions vous demander des questions en ce qui concerne l'intégration dans ce programme et à travers ce programme. Et ma question est donc, connaissant le programme d'élimination très important que vous avez mis en œuvre, vous avez aussi utilisé ce programme pour dépister d'autres maladies chroniques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles maladies chroniques vous avez intégrées dans votre réponse à l'hépatite C et comment ceci a été mis en œuvre? Merci de partager avec nous tous les défis que vous avez aussi à affronter pour ces approches, si vous en avez eu. Merci de nous joindre à nous et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous ou bon après-midi ou bonsoir. Les maladies chroniques qui ont été intégrées ont été le diabète, l'obésité et l'hypertension. Nous avons utilisé une fenêtre de 20 minutes où les gens attendaient pour le résultat de tests rapides afin de maximiser cette visite ou optimiser cette visite et les résultats de celle-ci. Donc, on a pris la pression sanguine, le poids et on a calculé l'index du corps et du poids. Le BMI, comme on dit en anglais. Donc, je crois que le point principal pour notre pays, c'était l'hépatite C. Donc, hépatite virale C, HCV. Donc, nous ne concentrions pas sur d'autres hépatites. Donc, la plupart des patients n'étaient pas intéressés à cet réfèrement. Ils étaient intéressés à l'hépatite C, qui est donc une nouvelle personne qui a été diagnostiquée et qui n'a pas la connaissance. L'autre effet, c'était les données. Pour l'hépatite C, on a des données électroniques puisqu'on a une surveillance qui a été mise en œuvre. Mais pour le diabète ou l'hypertension, l'obésité, on n'avait pas ce type de données. L'autre chose, c'est donc les différentes directives, car ces directives sont très dynamiques, mais elles sont aussi très strictes. Et avec tout médicament, nous devons actualiser nos directives pour l'hépatite en tant qu'objectif national. Mais plus tard, nous avons donc appris là-dessus. Nous avons appris ce qu'il fallait faire. Donc,
nous sommes déplacés vers l'hépatite B et ces traitements sont de moins de 1% en Égypte. Donc, nous avons actualisé nos directives nationales et nos PON, nos procédures opérationnelles normalisées, et la vaccination de tous les parents. Et donc, nous avons réussi, grâce au vaccin pour la grippe, nous avons pu avoir donc plus de données et nous avons ainsi augmenté de plus en plus de centres. On a eu 150 et maintenant on a de plus en plus de 150 maintenant, largement. Donc, nous avons commencé aussi la surveillance pour les patients qui ont la cirrhose. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette cirrhose? On a commencé des négociations sur là-dessus et on a lancé des directives pour des thérapies systémiques qui soient gratuites pour tous les citoyens. Et nous avons donc utilisé cette élimination de l'hépatite comme un levier à tous les niveaux pour élargir le portefeuille d'hépatite afin qu'il soit envoyé à l'OMS et qu'on peut s'assurer de la durée de ces processus, leur durabilité. Nous avons une identité nationale en Égypte, ce qui est vraiment quelque chose de très pratique, parce qu'on peut identifier les citoyens à travers cette carte nationale d'identité, sachant s'ils ont l'hépatite C, B ou le VIH. Et une fois qu'il y a eu le dépistage qui a été fait et du VIH, qu'on sait qu'il est affecté, par exemple, donc on va les tester pour les hépatites B ou C. Donc, il est exclu des dons à ce moment-là, mais sinon, cela nous permet de mieux voir comment gérer les coûts. On a essayé aussi de se concentrer sur la réduction des problèmes, des côtés négatifs, ce qui n'était pas facile dès le début. Mais grâce à l'aide d'ONG, nous sommes arrivés à rejoindre des communautés que nous ne pouvions pas atteindre précédemment. Donc, nous avons des dépistages que nous faisions de manière de masse et maintenant nous faisons des dépistages sur les gens qui sont en haut risque, les gens qui sont en dialyse, des gens qui prennent des drogues, des gens qui vivent avec le VIH. Nous avons commencé ces dépistages aussi pendant les soins anténatales, aussi par des gens qui avaient la syphilis, et ainsi de suite. Et on a aussi des conseils qui ont été donnés. Cela a été intégré et dans le plan national. Et puis ensuite, nous avons fait une initiative pour les maladies chroniques. Nous avons utilisé donc des tests de point d'intervention et aussi pour le comité scientifique. Nous avons actualisé les directives pour le PHC, pour gérer les différents centres de santé, les autres services. Nous avons utilisé donc ceci pour les zones éloignées et nous utilisons ceci pour d'autres objectifs. À l'heure actuelle, nous sommes en train de réformer le PHC avec des initiatives qui intègrent des programmes et services et nous avons pour objectif d'intégrer tout ceci dans la couverture universelle de santé, ce qui est vraiment l'objectif principal. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur Abdelrazak. C'est vraiment magnifique et je vois que les deux présentations de l'Inde et la vôtre soulignent véritablement les opportunités incroyables dans les approches des systèmes de santé pour effectuer des avancées sur l'élimination d'hépatite et sur d'autres secteurs et programmes et pour les populations les plus vulnérables et à travers d'autres maladies. C'est vraiment extraordinaire. Donc, maintenant, nous allons ouvrir les discussions. Si vous pouvez allumer vos caméras afin que je voudrais aussi vous rappeler que c'est une séance interactive. On a encore 15 minutes et maintenant, c'est véritablement votre séance. Appropriez-la vous pour que vous puissiez poser vos questions, vos expériences pour le groupe. Donc, si vous avez
vous préférez poser des questions sur le panel d'utilisation, le chat, faites-le. Sinon, levez la main et posez vos questions. Et il y a des questions pour l'OMS, pour la présentation de docteur de l'Inde ou de la présentation du docteur d'Égypte ou la présentation donc de l'OMS. Vous pouvez demander pour des clarifications à chacun de ces intervenants. Donc, je ne sais pas si quelqu'un est maintenant prêt à se lancer dans le grand bain. Je vois qu'il y a une personne qui a levé la main déjà. Docteur Moutessi, c'est ça? Moutessi, docteur Moutessi, allez-y, vous avez la parole et commencez la discussion. Merci beaucoup. Je remercie les différents présentateurs, notamment la personne de l'Inde. J'ai une question pour elle. La première de ces questions, c'est qu'elle a dit qu'il planifiait de faire un suivi l'hépatite sur les enfants qui ont moins de 5 ans. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il souhaite faire pour cette population qui est considérée comme très importante pour l'élimination de l'hépatite B, notamment. Ma deuxième question est aussi pour la docteure venant d'Inde. Elle concerne le fait qu'elle ait dit qu'il se concentrait sur les prisonniers et d'intégrer des stratégies d'hépatite. Et je voudrais savoir si ils sont dépistés de manière systématique. Est-ce que tous les prisonniers sont dépistés et tous les nouveaux prisonniers? Et donc, ils se les dépistent de manière automatique parce que ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller, vous avez dit qu'ils n'avaient pas besoin d'aller au centre de santé. Donc, est-ce qu'ils font un dépistage automatique et donc n'ont pas besoin d'aller au centre de santé pour prendre des médicaments? Donc, est-ce qu'ils font ça avec les nouveaux prisonniers aussi? Et une autre question pour le professeur d'Égypte. Je souhaiterais savoir quelle est la raison pour laquelle il y a une prévalence très faible d'hépatite B en Égypte, parce que je sais que l'hépatite C, par contre, elle est très élevée. Docteur Omoutessi, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous venez et quel est votre rôle dans votre pays, afin que nous sachions qui vous êtes? Merci. Je suis du Rwanda, pour le centre médical de Bemka du Rwanda, et je suis dans l'unité d'hépatite, le service d'hépatite. Nous vous remercions beaucoup pour les questions que vous avez posées à l'Inde et à l'Égypte. Je ne vois pas d'autres mains qui se sont levées. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question peut-être ou est-ce qu'on attend une autre réponse? Il y a un commentaire dans le chat pour savoir comment, on voulait savoir exactement comment les financements ont pu être durables venant de l'Inde, parce qu'on trouve que c'est très important. Très bonne question, effectivement. J'avais noté exactement la même question. Docteur Capra, vous avez dit que tout était financé de manière nationale, domestique, et je crois que c'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez vous épancher là-dessus? Et comment cela a fonctionné? Comment vous avez réussi à avoir cet engagement national? Je crois que c'est une très bonne question. Donc, la question de notre question du Rwanda, plus cette question sur la finance et donc la question pour le professeur Abdelrazek. Donc, d'abord, docteur Cabra, si vous pouviez répondre à ces deux questions qui vous ont été posées. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, je crois que la première question de ma collègue du Rwanda, en ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans et l'hépatite B, comme je l'ai expliqué, nous utilisons déjà des données que nous avons au niveau national sur cette population. Donc, c'est des données qui existent depuis des années dans nos pays, qui nous permettent de savoir toutes ces choses-là. Donc, nous avons validé la collection par point sanguin. Donc, c'est que les enfants de moins de 5 ans, nous les avons identifiés car un nombre important d'enfants entre 4 et 5 ans, ils pourront ainsi être dépistés de manière centralisée. Et une fois que la validation a été faite et les données que nous pourrons récupérer, nous donnerons ainsi plus d'informations. Et nous n'avons donc pas besoin de
dépenser des ressources supplémentaires en faisant donc des détections incidents de notre pays, sachant que notre pays est immense. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième réponse, c'est celle qui est liée aux prisonniers. Donc, nous n'avons pas dépisté tous les prisonniers des prisons, mais il y a une stratégie et la politique, et c'est que tous ceux qui arrivent dans une prison, les nouveaux prisonniers donc sont dépistés, et à chaque fois qu'ils ont une permission ou qu'ils ont un sursis, on fait donc essayer de faire des dépistages et de les relier au district dans lequel ils reviendront. Et à présent, nous nous concentrons sur les groupes à haut risque. Donc, pour les vaccinations notamment, nous n'avons pas commencé encore une campagne de grande échelle pour les prisonniers qui ont un dépistage négatif de l'hépatite positif, pardon, de l'hépatite B. Et enfin, le point sur le financement. Lorsque nous avons commencé à conceptualiser le programme, nous avions compris que les décisionnaires politiques ou les financiers, nous leur avons montré quel est le coût du programme et ça a l'air gigantesque ce coût. Et donc vous pensez que ça n'arrivera jamais, que ça ne sera jamais mis en œuvre, notamment dans un pays de notre taille. Donc nous l'avons quelque peu coupé en tranches. Donc, pour voir ce qui déjà existait dans tout ce qui concerne la santé reproductive des enfants, et nous avons réalisé que l'immunisation était déjà disponible. Et une chose que j'ai oublié de vous dire dans ma présentation et que je voudrais ici vous dire, c'est que nous avons aussi immunisé les personnels de santé. Donc, nous avons dit que l'immunisation des personnels de santé allait être que nous allons prendre dans notre poche et qu'il y avait déjà des vaccins qui étaient donnés à plusieurs niveaux. Donc, cela nous a permis de nous appuyer sur des ressources qui existaient déjà. Et il y avait déjà ce programme d'immunisation universelle et ils avaient le meilleur taux pour le vaccin, le meilleur prix. Donc, grâce à ceci, on s'est appuyé là-dessus. Et les programmes nationaux de contrôle du sida, par exemple, ils avaient déjà les populations qui étaient identifiées, ils avaient déjà tous les programmes d'échange des aiguilles et ainsi de suite. Donc, on s'est raccordé à ceci. Tous les RT, tous les HCDC, tous ceux-ci sont devenus nos cibles et nous avons juste donné des formations et des outils et des kits de dépistage et ils ont été intégrés au programme. Donc, cela nous a vraiment économisé beaucoup d'infrastructures et de ressources humaines et de coûts associés à tous ceci. Donc, tout ce que nous avons donné, il y avait déjà un mécanisme existant au sein du ministère. Nous avons juste rajouté un volet supplémentaire et donc tout ceci a été vraiment fait très simplement. Pour les passations de marché public, nous avons utilisé la chaîne de logistique qui existait déjà ou la chaîne d'approvisionnement et nous avons vu voir comment nous avions besoin de renforcer les capacités pour voir où ceci rentrait. Donc, nous avions déjà ceci dans un des États qui était en place. Donc, ce que nous avons fait, c'est l'augmenter pour que cela réponde à nos besoins et nous avons pu avoir plus d'accompagnement et cela nous a permis de faire tout ceci. En ce qui concerne les programmes de sécurité sanguin, c'est très réglementé, comme vous le savez, comme sont les dépistages avaient lieu déjà. Donc nous avons formé les conseillers qui faisaient ça. Donc, nous avons fait un changement de politique pour l'hépatite B et C, que les résultats doivent être révélés et que ces personnes doivent venir au centre de santé pour des soins supplémentaires. Donc, comme vous le voyez, tout existait déjà et avec un renforcement des capacités, en construisant des mécanismes de suivi, c'est ce que nous faisons maintenant au niveau des districts. Et nous voyons que les chefs des districts, le chef médecin des districts doit faire une revue tous les mois et doit garder à l'esprit toutes les parties prenantes et il doit aussi renseigner tout le monde et toutes les parties prenantes. Et donc, en faisant tout ceci,
Nous n'avons pas besoin de voyager partout, nous n'avons pas d'employer plus de personnel sur le terrain et nous pouvons simplement nous raccrocher à ce qui existe déjà. Donc, c'est ainsi que nous avons conçu notre proposition avec zéro coût d'infrastructure, juste des coûts de consommables. Et ça a été très, très bien reçu par les administrateurs et par la volonté politique qui a été générée. Et nous avons été ainsi dans une position de pouvoir mettre en place tout ceci très rapidement. Et une fois que nous avons eu les financements complets, ça a été une période de 18 mois à peu près. Merci, merci beaucoup, Dr. Cabra. C'est une expérience extraordinaire. Je n'ai pas oublié la question pour vous, mais je voudrais juste avoir un dernier point de question parce que le Dr. Castia-Parmala a une question à poser. Et donc, Dr. Shyamala, posez votre question. Nous allons écouter votre question et la question en français dans le panel de discussion et nous répondrons à ceci en donnant la parole au Dr. Kulishi après. Merci beaucoup. C'était formidable cette conférence. Je voulais poser ma question au professeur égyptien qui a présenté le programme d'Égypte. Je voudrais savoir si le programme de partage des médicaments qu'ils avaient proposé à un certain moment, si ce programme existe toujours. En effet, depuis l'année prochaine, ici en RDC, nous allons commencer notre programme de résolution des problèmes prioritaires. Nous avons un plan plutôt un plan stratégique national. Et dans ce plan-là, nous avons identifié 10 problèmes prioritaires, dont la prise en charge et les dépistages. Alors, je voudrais savoir si ce programme existe toujours, cette demande est toujours d'actualité en Égypte, et aussi de savoir s'il y a une offre semblable dans le monde pour les tests de dépistage. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Dr. Pascal. I don't know if you were able to use the translation. Je ne sais pas si vous avez pu écouter l'interprétation de Dr. Razak, sinon je vais répéter ce qui a été dit. Donc la question est répétée. Il y a aussi une autre question dans le panel de discussion qui pose aussi une question à l'Inde sur l'intégration des diagnostics et comment était votre stratégie, conçue votre stratégie pour utiliser les plateformes de diagnostic et notamment celles sur les molécules moléculaires, pardon. Et si vous avez peut-être un commentaire là-dessus, sur ces plateformes biologiques moléculaires. Donc, la question pour vous, Dr. Azet, sur la prévalence de l'hépatite B et votre programme d'accompagnement. Et donc, la réponse du Dr. Gabra. Professeur Azek, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup pour vos questions. Pour la première question sur le vaccin. Le vaccin d'hépatite C est la solution. Car on a commencé en 1992 pour le programme d'hépatite B, en octobre 2014 pour la vaccination des soignants. Donc la transmission de femmes à enfants, on a commencé en 2020 pour la prévention de la femme à enfant, pour l'hépatite C, le VIH et la syphilis. Et nous avons utilisé un test avec donc une seule goutte de sang, ce qui est très simple. Et nous avons aussi commencé des dépistages prémédicaux et pour le VIH et l'hépatite B. Et les dépistages ont commencé peu avant la grossesse. La question de dépistage et est-ce qu'on peut aider les autres pays. Alors, comme étant le président de l'Union africaine, alors on a offert d'aider tous les pays africains et cette aide est toujours là.
et on peut aider pour le dépistage et pour le traitement aussi. Alors, et for the third question, the strategy for the PCR. La troisième question, pour la stratégie des PCR, des tests biologiques, après le dépistage, ils sont référés les patients au centre de traitement. Donc, nous avons plus de 27 machines dans toute l'Égypte qui permettent d'avoir un test PCR qui est relié au système d'information des laboratoires, ce qui permet d'avoir les résultats dans les centres de traitement une fois que celui-ci est enregistré dans le système interlaboratoire ou informatique. Et nous avons envoyé certaines de ces machines dans d'autres endroits pour aider à la couverture de tout le pays. Merci. Docteur Cabra, je vous rends la parole si vous avez un commentaire sur l'intégration des diagnostics. Est-ce que la question est assez claire pour vous? Docteur Cabra. Docteur Cabra, votre micro n'est pas allumé. Amy, est-ce que vous pouvez m'entendre? Docteur Cabra ne peut plus nous entendre, je crois. Docteur Cabra, est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, on vous entend, oui, c'est bon, ça fonctionne. Vous avez un écho maintenant. Vous devez peut-être éteindre le micro de l'un de vos appareils. Je suis désolé, nous avons perdu la connexion pendant un petit moment. En ce qui concerne, comme je l'ai dit, la question, donc on n'a pas investi quoi que ce soit dans les nouvelles machines de charge virale. Donc, il y avait un intérêt assez important pour les programmes de tuberculose. Et l'interprète s'excuse, mais apparemment, nous avons reperdu l'intervenant. Malheureusement, je crois que nous avons perdu effectivement Dr. Cabra. On va voir s'ils peuvent se reconnecter. Peut-être qu'entre-temps, docteur, Lucie, peut-être que vous pouvez nous dire qu'il y aura encore un petit questionnaire. Merci, Nicolas. Donc, on a eu vraiment une interaction énergétique. J'ai quelques problèmes de connectivité, nous dit le docteur Cabra. On peut vous entendre. On vous donne une minute, juste pour rapidement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Donc, nous avons des stratégies multiples. Nous avons donc un modèle centralisé. Donc, à raison de la COVID, beaucoup de kits sont venus sur le marché et beaucoup de systèmes ont pu être validés et nous ne savions pas si nous voulions les utiliser pour l'hépatite B et C. Donc, ce que nous avons fait, que nous n'avons pas ouvert tous les systèmes pour l'instant, mais pour les systèmes fermés, donc nous avons beaucoup de systèmes qui existent déjà au niveau des districts et des sous-districts avec le programme de tuberculose que nous utilisons, et notamment les consommables. Et nous utilisons aussi le hub and spoke modèle et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Cabra. Nous allons au-delà du temps qui nous était imparti et je dois avouer que cette interaction est très, très énergique et dynamique. Je voudrais vraiment établir une coopération et un contenu qui est concret. Donc, on vous demande vraiment d'écrire dans le panel des discussions des sujets qui vous intéresse le plus et que vous voudriez discuter l'année prochaine. Nous avons déjà des commentaires dans le panel des discussions, le chat, et ils ont souligné que certains pays souhaitent entendre plus des réussites d'autres pays en se concentrant sur les défis. Nous avons reçu des questions et des demandes pour plus d'informations sur l'élimination des traitements. C'est un outil très puissant pour poser des questions et pour partager ce qui vous intéresse. Donc, et aussi ce que vous souhaitez apprendre. Donc, continuez à poser des questions dans le panel des discussions
afin que nous puissions répondre aux besoins de tous les pays qui vont participer. Je pense que ça a vraiment été une séance fantastique. Nous voudrions remercier sincèrement le docteur Cabra et le docteur d'Inde et l'autre docteur d'Inde et aussi le professeur d'Égypte, car nous avons vu que l'audience s'est vraiment engagée et d'écouter les réussites de vos pays, c'est fantastique. Et nous allons là encore une fois vous donner un petit questionnaire sur l'écran. Pardon, non, celui-ci ne sera pas sur l'écran. Ce que nous voulons, c'est nos contributions sur le panel de discussion. Nous voyons qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues dans le panel de discussion et nous reviendrons vers vous pour répondre à ces questions et nous communiquerons avec des pays qui demandent d'aide pour leur planification stratégique nationale. Donc, au nom du professeur Meg Dorothy et de toute l'équipe du programme d'hépatite virale de l'OMS, nous remercions les ministères des santé des 36 pays qui sont représentés sur cette plateforme et chers collègues des différents bureaux des pays et directeurs des bureaux régionaux. Nous souhaiterions avoir vos commentaires et vos retours pour savoir comment nous pourrions améliorer cette plateforme pour un engagement sur le long terme. Et c'est ainsi que je vous remercie de nous avoir rejoints. Il est déjà 7 heures, il est 25 passé de l'heure, pardon, et je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. C'est vraiment sur vous, nous vous centrons sur vous et nous voulons nous engager avec vous et vers à l'avenir. Et merci à tous et ayez une très belle semaine, fin de semaine d'ailleurs. Je vous remercie aussi au Project Echo qui a été fondamental pour fournir cette plateforme et pour nous aider à la préparation de ces présentations. Elie, à vous et à tous vos collègues, merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous.